Salut à tous, ici Dorado, accompagné de Rémi pour cette deuxième épisode de la série Time Out. Rémi de Money Times qui aujourd'hui va nous aborder le thème si le calendrier de tennis est aussi important à prendre en compte qu'en NBA, parce que vous le savez, j'en parle souvent sur ma chaîne YouTube, que le calendrier NBA est hyper important et je pensais que ça pouvait être intéressant de savoir si au tennis c'était quelque chose de primordial, même si le rythme est différent. Comment ça va, Rémi? Écoute, ça va super. Effectivement, le calendrier tennis est primordial à prendre en compte pour chaque joueur. Pourquoi? Déjà, on va le voir en fonction de ce qu'il est capable de faire sur un cours, en fonction de son jeu. Il y a des joueurs pour ceux qui ne le savent pas, il y a des joueurs qui sont plus adaptés en fonction de certaines surfaces. Ça, c'est des choses qu'on va voir dans d'autres vidéos. Mais du coup, quand il regarde le calendrier, qui relativement chaque année ne change pas, c'est-à-dire que vous avez janvier-février, vous avez que du dur ou que de l'indoor. Ensuite, en mars, commencent les premiers tournois de terre battue. Alors, vous avez aussi des tournois de terre battue en février, mais voilà, c'est différent. C'est pour des joueurs un peu particuliers, des joueurs un petit peu en dessous du top 100 mondial, on va dire. Après, vous avez une période de terre battue en avril, mai, juin. Après, vous avez la saison de gazon en juillet. Et vous reprenez après sur du dur sur quasiment toute la fin de l'été jusqu'en octobre-novembre. Et après, vous avez de l'indoor, vous avez de la salle. Voilà, alors ça, c'est un j'ai vraiment grossi le trait. Pourquoi? Parce que dans les saisons, il y a aussi des tournois de dur, parfois dans les catégories Challenger, parfois dans d'autres catégories en ITF, etc. Donc, on va dire qu'il y a des saisons qui maintenant sont relativement plus trop des saisons. Avant, on avait vraiment un profil où pendant 3 mois, tu tapais que de la terre battue. Pendant un mois, tu avais que des tournois de gazon. Maintenant, on va dire que c'est un peu le foutoir. C'est-à-dire que des fois, dans la saison de dur, tu as aussi des tournois de terre, tu as des tournois en indoor, etc. etc. Donc, et à l'époque, il y avait de la moquette aussi. Ah, de la On moquette, jouait sur de la moquette, etc. Donc voilà, maintenant la moquette a disparu, plus ou moins, et on joue sur de la moquette que sur les tournois vraiment qui sont hors ATP. Le calendrier est aussi important, pourquoi? Parce qu'un joueur relatif de tennis, un joueur normal qui, on va dire, est dans le top 100 mondial, donc qui peut faire partie de sa nation, a aujourd'hui l'occasion de jouer la Coupe Davis. Alors il y a l'ATP Cup aussi, mais bon ça je vais pas revenir là-dessus, mais en gros va jouer pour sa nation. Et donc quand tu joues pour ta nation, en ce moment par exemple cette année, il y a eu le cas en décembre, les joueurs ont joué en décembre. Donc c'est-à-dire que normalement une saison de tennis c'est de janvier à novembre, et ouais. on va dire que tu n'as qu'un mois pour arrêter ta saison. Et même ce mois-là, du coup, sur ce mois de décembre, tu as quand même du tennis. Donc, c'est-à-dire que maintenant, en fait, en ce moment, si tu veux suivre du tennis, tu as du tennis toute l'année. Tu as du tennis tout le temps. Alors, heureusement que les joueurs, forcément, choisissent Oui. les tournois qu'ils visent parce qu'ils sont incapables, t'es incapable, enfin, humainement parlant, c'est pas possible. Ouais, c'est comme en NBA, ils choisissent leur match ou leur Bien moment, sûr, ils etc. choisissent leur tournoi, ils choisissent leur saison. On va prendre l'exemple d'un Rafael Nadal. Rafael Nadal, vous pouvez vous imaginer qu'en tout début de saison, donc on va dire en janvier, même si il y a l'Open d'Australie, donc c'est quand même, il va quand même être présent à ce moment-là. Mais on peut imaginer qu'au mois de février déjà, et c'est souvent le cas, Rafael Nadal, tu le vois pas jouer. Il joue pas. Il fait l'impasse quasiment sur tout le mois. Dès que l'Open d'Australie, qui est fin janvier, est terminé, il fait l'impasse sur février. Il va s'entraîner. Il va sur la terre battue s'entraîner, mais il fait pas de match officiel. Et il arrive au mois de mars avec des tournois donc sur terre. Il va à Barcelone, il va ensuite, il va après sur les tournois de Masters 1000, etc. Et parce que c'est là où il prépare Roland Garros, c'est là où il prépare le tournoi du Grand Chelem qu'il a envie de gagner tous les ans. Donc voilà, il y a des joueurs comme je pense, et c'est un extrait que j'ai mis dans mon livre, Parier sur le tennis, votre futur complément de salaire. Si vous voulez le retrouver, n'hésitez pas à me demander sur le site, vous allez sur le site et vous le verrez. Dans la bio. C'est quelque chose que j'en parle, c'est Roberto Bautista Agut, chaque début de saison,
mais c'est pas, c'est le cas depuis quasiment le début de sa carrière. Chaque début de saison, le mec est performant et généralement il te gagne un titre. Alors des fois c'est des titres sur des tournois un peu mineurs, des ATP 250, je pense au tournoi de Sofia il y a 2 ans, mais cette année il a été gagné un tournoi de 500. Je crois que c'est Auckland ou Adelaide. Bref, il a été gagné plusieurs tournois et on l'a vu en finale contre Djokovic, etc., etc. Donc, et tu le sais, et chaque année, chaque début de saison, tu sais que le mec au mois de janvier, quand la saison reprend, le mec est affûté et il joue en indoor, une surface qu'il aime bien, etc., etc. Donc voilà, il y a plein d'éléments. Le mec, tu sais que durant cette période-là, il va être chiant à jouer. Donc, est-ce que c'est valu de prendre le mec d'en face? Pas sûr. Voilà, il y a plein, donc le calendrier, forcément, les joueurs. Et comment anticiper justement, parce que Nadal c'est l'exemple, mais je pense qu'il est très connu, mais les joueurs un peu moins connus, comment tu peux juger? C'est avec l'expérience, tu vas voir, remarquer que tiens, à chaque fois, tous les ans, il est bon dans ce tournoi-là, et après tu fais des conclusions, des raccourcis, ou tu peux le deviner à l'avance? Il y a le fait que le mec est fort parce qu'en fonction de ce qu'il est capable de faire avec une raquette, donc tu sais que si il a un jeu en lift, il joue rapidement, tu sais que ce mec-là sur le gazon, bon, bah, il sera relativement bon. Mais il y a aussi le fait que le système du tennis et le système de l'ATP au niveau des classements de points est fait en sorte que les points de l'année précédente sont recalculés par rapport à l'année à venir. Donc, c'est-à-dire, je m'explique. Si, imaginons, Rafael Nadal ne gagne pas Roland Garros, bon, on n'en sait rien parce que en ce moment c'est un peu compliqué au niveau programmation des événements sportifs dans le monde. Mais imaginons Roland Garros a eu lieu. Roland Garros a été gagné par Rafael Nadal l'an dernier. Si il n'arrive pas à gagner Roland Garros, il va perdre des points par rapport à l'an dernier. Donc il y a des joueurs aussi qui vont se dire, attends, moi l'an dernier j'ai gagné, je sais pas, je vous dis un exemple, hein, j'ai gagné Miami, j'ai gagné donc Miami qui est en avril-mai, j'ai gagné, je sais pas moi, New York qui est en septembre, j'ai gagné Paris-Bercy qui est au mois de novembre. Bon, bah, sur ces tournois-là, je vais faire une préparation pour essayer de perdre le moins de points possible. Parce que voilà, c'est ça le truc, c'est que si vous faites un bon parcours, vous allez être davantage plus motivé. Si vous avez fait un bon parcours l'année dernière, donc ça veut dire là où ça compte vraiment, c'est-à-dire en quart de finale, demi-finale et finale, c'est là où vous avez des gros points à perdre, on va dire. Par exemple, je pense à quelqu'un comme Daniil Medvedev qui l'an dernier a fait une énorme tournée américaine, donc à partir de août, septembre, il a énormément joué et gagné beaucoup de points. C'est pour ça que Daniil Medvedev, on l'a vu en ce début d'année 2020, où il était à la peine, parce qu'il n'était pas au top de sa forme, parce que physiquement, le mec s'était pas préparé pour ça. C'est le cas pour le tennis, c'est le cas pour le cyclisme aussi, où il y a des mecs qui ont des cycles de forme dans l'année, c'est-à-dire ils prévoient de gagner le Tour de France, ça veut dire qu'au mois de mai, les mecs sont pas préparés. C'est-à-dire que, donc, parce que les mecs se sont préparés pour être performants sur 3 semaines. Au cyclisme, c'est ça. Au tennis, ben, c'est exactement la même chose. Les mecs sont préparés pour être performants sur une quinzaine, par exemple la quinzaine de Roland Garros sur terre battue. Les mecs vont se faire X tournois de terre battue et vont s'entraîner comme des acharnés pour en terre battue. Ils vont pas avoir de gazon, ils vont pas avoir de dur ou je sais pas quoi. Voilà, ils vont se focus là-dessus. Après, il y a des durs qui changent, il y a des surfaces, et c'est pour ça qu'il faut se tenir compte des surfaces, parce qu'il y a cette... En fait, les surfaces, c'est un paramètre hyper important dans le tennis que vous n'avez pas dans la NBA. La NBA, la différence des surfaces, elle se fait au niveau de l'ambiance globale d'une salle. Donc, c'est-à-dire, quand vous allez au Madison Square Garden, il y a une ambiance particulière. Le parquet ne change pas. Hein. Le parquet, c'est le même partout ailleurs. Hein. Le parquet, il est aussi lisse au Madison Square Garden que au TD Garden à Boston ou à Denver ou autre. Mais la différence, c'est qu'au tennis, il y a cette particularité, c'est que vous avez la surface qui change. Et la surface dure n'est pas la même surface dure à l'Open d'Australie, à l'US Open. Et on voit par exemple que l'US Open va changer cette année sa surface. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'informe,
Mais en gros, on du était dur, sur non? du Plexicushion, donc un dur qui était, on va dire, moyen en termes de vitesse. Et là, on va aller sur, alors j'ai plus noté le nom, j'ai plus le nom en tête, mais en gros, on va aller sur une surface qui va aller encore moins vite. Donc après, on peut faire des enquêtes, avoir des débats sur le tennis, est-ce que ça va être impacté. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que on va jouer moins vite au tennis à l'US Open l'an dernier qu'il en est cette année. D'accord. Et donc, qui sait que ça avantage, qui sait que ça désavantage, etc., etc. C'est ça qu'il y a à prendre en compte. Donc, voilà, le calendrier, forcément, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et ça, vous pouvez déjà vous dire, bon, par exemple, je vous reprends l'exemple de Dani Medvedev. Le mec, il a performé août-septembre. Bon, vous pouvez quasiment vous être sûr qu'en août-septembre, le mec va reperformer. Bon, là, je ne sais pas quand c'est que la saison va reprendre, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il sait qu'il aura une grosse pression, beaucoup de points qui sont en jeu, et voilà. Et pourquoi Rafa Nadal est performant sur terre battue, et performant durant cette période-là de on va dire avril, mai, juin, parce que c'est quasiment là où il prend le plus de points de sa saison. Parce qu'il sait très bien que s'il fait pas ces tournois-là, il a énormément de points à les récupérer derrière, et dans une course à numéro 1 mondial, le GOAT, etc. On sait que, par exemple, on savait, à l'issue que Djokovic ait gagné l'Open d'Australie cette saison, on savait que derrière, il avait plus que 30, je crois que c'était moins de 300 points à conserver jusqu'au mois de... je veux pas dire de bêtises, mais jusqu'à Wimbledon en gros. Donc c'est-à-dire que le mec, de fin janvier jusqu'à juin, il avait que 300 points. Et 300 points ATP, c'est que dalle. 300 points ATP, c'est quoi? C'est un quart de finale, quoi. C'est dans un tournoi qui n'est pas un tournoi ATP 500, quoi. C'est absolument rien, quoi. Donc c'est assez ouf de se dire que le mec, il avait quasiment rien à récupérer en termes de points. Donc voilà, il y a ça aussi qui est vraiment. Et je pense que tu mets le point, le doigt sur la difficulté de parier le tennis, puisque c'est ce qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, que le tennis c'est impossible à gagner, que c'est hyper dur, etc. Mais on regarde bien, rien qu'avec cette vidéo de 12 minutes, que finalement il y a énormément de choses à prendre en compte. Ça demande du boulot, ça demande de l'apprentissage, ça demande du temps à connaître bien les joueurs, les surfaces, etc., les styles de joueurs. Faut bouffer du match. Il faut bouffer du match, donc du coup ça demande du match pour savoir comment jouent les mecs. Ça forcément, c'est sûr. Ça demande énormément de boulot et du temps, et du coup ce qui explique que très peu de gens vont s'impliquer autant pour être rentable derrière sur le tennis en termes de paris sportifs. Complètement, et puis on en a parlé juste un tout petit peu avant le début de cette vidéo. La différence, c'est que dans les sports co, généralement, il y a un chrono. Donc, c'est-à-dire qu'un match de rugby, vous savez que ça va durer 80 minutes, qu'il y a deux mi-temps de 40. En basket, vous savez qu'il y a 4 quarts-temps de 12 minutes. Donc, vous savez que le match, vous allez être posé devant le match pendant 1h30, 1h45, on va dire, avec les pubs. Au foot, vous savez que ça dure 90 minutes. Au tennis, il n'y a pas de chrono. Il y a un chrono, mais il sert juste à dire combien de temps le premier set il a duré, combien de temps le match il a duré. Mais il n'y a pas on n'est pas pris par le temps. Alors c'est un avantage pour le live betting, mais ça on en reviendra peut-être dans une autre vidéo. Mais c'est quelque chose qui, voilà, il y a cette absence de temps qui fait qu'un match de tennis peut très bien durer 40 minutes, comme peut très bien durer 3h20. Et ça, quand vous vous mettez devant un match, c'est difficile à le supporter parce que vous ne pouvez pas programmer. C'est-à-dire que le match qui commence à midi, vous ne pouvez pas vous dire je vais manger à 1h30, c'est bon, le match sera terminé. Non, t'en sais rien en fait. Tu sais pas, peut-être que le match va se terminer à 12h40 ou il va se terminer à 14h30, quoi. Donc forcément, c'est vrai qu'en termes de programmation, c'est un peu plus compliqué. Vous savez quand les matchs commencent, mais vous savez pas quand c'est qu'ils vont terminer. Voilà, tout simplement. Donc voilà, très important le calendrier aussi au tennis, et je pense comme dans tous les sports, il y a des pièges qu'on peut éviter grâce au calendrier. On peut choper des informations importantes à notre avantage aussi grâce au calendrier. C'est comme un peu avec le football, avec le virus FIFA, après les pauses internationales. Mais voilà, le tennis très très important. Est-ce que tu as des choses à rajouter au niveau du calendrier? Non, que pour répondre à la question, oui, le calendrier est aussi important que NBA, il est presque aussi dense,
même si on va dire que les joueurs ont la liberté, entre guillemets, parce que certains sont contraints à faire des tournois, parce que quand tu rentres dans un tournoi, tu es payé davantage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce moment, ce qui se passe, le Covid-19, c'est très grave pour les tennismen, parce que les joueurs ne sont pas soumis à des contrats. Comme en NBA, et donc ça c'est dangereux pour le tennis, c'est pour la survie du tennis, parce que les petits joueurs qui sont au-delà du top 200 mondial, on va dire, eux ils sont obligés de faire des tournois, parce que s'ils font des tournois ils sont payés, s'ils font pas de tournois ils sont pas payés, et ça c'est un vrai danger pour les joueurs. Clairement. Et ça me donne une idée de prochaine vidéo, mon ami. Allez, à bientôt les amis. Salut à tous. Ciao.